Campana, c'est mon vrai nom. En fait, je m'appelais... À l'époque, j'avais un groupe qui s'appelait HDC XLTK. LTK, c'était mon boy, il s'appelait Léo. Moi, je m'appelais David Campana, mais je faisais HDC parce que je faisais des vidéoclips. Donc, mes amis m'appelaient HD Campana. Donc, HDC, c'était l'abréviation. Ça a duré un bout de temps. On a fait notre groupe jusqu'en 2016 à peu près. En 2017, 2018, j'ai rencontré Impress. Je suis dans son studio et il m'a dit qu'est-ce que j'écris pour la track? Et là, je lui ai dit HDC. Là, il m'a dit mais c'est quoi ce code ce code Wi-Fi? Et il m'a dit non, mais t'as un nom d'artiste incroyable. Ton vrai nom, c'est David Campana. Tu me niaises, prends ça. Et moi, à l'époque, déjà, je voulais changer de nom. Je voulais revenir à quelque chose. Parce que tu sais, quand t'es artiste, te présenter, c'est hyper important. Et quand tu te présentes aux gens, quand tu commences, ben, tu vas se donner tout ce qui est autour pour jamais dire que tu fais de la musique. Tu vas dire, ouais, je fais ci, je fais ça. Puis à la dernière minute, tu vas dire, ah oui, puis je suis artiste, c'est mon nom d'artiste. Et là, t'as déjà perdu trop de temps. Tandis que quand tu te présentes, tu dis, ouais, bonjour, moi, c'est David Campana, je suis artiste. C'était simple, tu vois. Donc, non, Impress m'a aidé à faire le pas. Et voilà pourquoi je m'appelle David Campana. C'est mon vrai nom et c'est plus simple de me présenter comme tel. Tu arrives avec Aïe, tu dis bonjour au public québécois. Ça a été quoi la réception de ce premier album? Ben, je pense que ça a été une bonne réception. Ben, on parle toujours au côté, à mon level, tu sais, petit level. Je signe un deal de coprod avec le petit label d'Indica, donc Hydrophonique. C'est mon premier contrat professionnel. Je rentre dans un milieu de la musique que je connais pas vraiment, tu vois. En plus, au moment où je sors l'album, c'est le COVID, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien. Donc, tu sais, à ce qui pouvait m'arriver, je trouve que c'est bien passé parce que là, tu sais, je travaille avec Majesty qui est là d'ailleurs aujourd'hui et il y a beaucoup eu d'évolution depuis les 3 dernières années. Et je pense que si cet album-là était sorti dans des conditions normales, ça aurait été différent, bien sûr, mais je pense que le fait que ça soit sorti dans les conditions du COVID, que ça a été reçu d'une bonne manière, ça a été reçu d'une manière un peu comme de manière auteur. Les gens ont vraiment pris le temps d'écouter. Il n'y a pas beaucoup d'albums qui sortaient durant la période COVID, donc j'ai eu une attention que je pense que j'aurais peut-être pas eu si les choses avaient été normales. Parce qu'il y aurait eu tellement d'artistes qui auraient sorti de projets que j'aurais peut-être eu moins d'attention. Et là, j'ai pu vraiment bénéficier d'une attention médiatique qui m'a permis de quand même profiter, même si j'avais pas de festival, de rester relevant, de rester sur la scène, de faire parler mon nom, d'avoir des entrevues. Donc ouais, moi je pense que Bonjour Aïe, c'est juste le titre, je pense, attirait le regard des médias et je pense que non, je pense que ça a été une belle réception, encore une fois, au niveau où j'étais, où je suis même encore aujourd'hui. Donc pour moi, ça a été une belle chose. C'est sûr que ça aurait pu faire des gros chiffres incroyables. Peut-être si j'avais été dans une période plus normale, j'aurais pu faire des shows, etc. Mais j'adore ce qui s'est passé. J'adore le petit truc que ça a créé. On attend c'est quoi qui va s'en venir avec David Campana. C'est intéressant. On veut voir la suite. Parle-moi de Gabriel, justement, cette chanson. Gabrielle, c'est le nom de ma meilleure amie. Ma meilleure amie, Gabrielle, elle est décédée du cancer en 2011. C'est une femme que j'ai aimée plus que ma meilleure amie. Pour moi, ça a été le premier amour de ma vie. Elle a eu le cancer à l'âge de 15 ans. C'était en 2008. Elle a fait 3 ans de chimio. Après, elle était en rémission. Et durant toute cette période, moi, j'étais amoureux d'elle. Mais en même temps, dans cette période-là, tu sais, quand t'es jeune, c'est ton premier amour, tu sais, t'es vraiment... tu sais pas, tu connais pas, et pour toi, c'est l'absolu. Dans le sens, ta vie peut s'arrêter au moment où tu veux être avec cette femme-là, et il n'y a rien d'autre après. Mais tu sais, en même temps, je pense qu'elle avait le fait d'avoir eu une maladie aussi jeune, ça crée chez les gens une maturité que peut-être toi ou moi, à l'époque, je pouvais peut-être pas avoir. Donc, elle a toujours créé cette distance par rapport à une relation amoureuse qu'on pourrait avoir ensemble, mais en même temps, l'amitié qu'on avait était incroyable. C'est vraiment quelqu'un qui m'a supporté dans ma musique depuis le début, qui a écrit des textes avec moi au début, quand je commençais juste les premières prémices de la musique que je voulais faire. Et c'est quelqu'un que j'ai partagé tellement de moments. Et quand elle est décédée, c'était dans un moment où j'avais pris des distances. Justement, ben, je voulais faire ma vie, je voulais rencontrer une autre femme, j'étais à Québec, j'étais à loin de Montréal. Et elle, son rêve, c'était de se marier. Quand elle a repris le cancer, quand elle a eu le cancer, parce que quand tu tombes en rémission, tu as une période de 5 ans où tu peux toujours avoir le cancer. Et au bout de 2 ans, le cancer est revenu. Donc, elle a rencontré un homme et elle avait la chance de se marier. On sait très bien que quand tu retombes dans le cancer après une rémission, il n'y a pas grande chance. Et donc, elle s'est mariée. Et moi, ben, tu sais, veux pas, c'est quelque chose tu te dis, putain, c'est l'amour de ma vie. Elle s'est mariée, bordel. Tu sais, c'est comme, ah merde, c'est fou, j'aurais jamais eu ma chance au final.
mais tu penses à toi et t'es égoïste, tu vois. Ouais, Et ouais. quand 11 mois plus tard, je reçois l'appel de sa sœur qui me dit David, tu veux-tu parler à Gabriel? C'est ses derniers instants. Quand la semaine d'avant, j'étais à Montréal, elle m'avait dit est-ce que tu veux venir me voir à l'hôpital? Et que je repartais à Québec et que je lui ai dit je peux pas. Je peux pas y aller, je repars live à Québec, j'ai mon lift maintenant, mais j'ai mes provinciaux de foot dans une semaine, je vais revenir à Montréal. Et que le vendredi, le jour juste avant que je parte à Montréal, je reçois l'appel de sa soeur qui me dit tu veux-tu lui parler de ces derniers instants? Ça m'a détruit et j'ai jamais pu repasser sur la rue, j'ai jamais pu contacter sa mère, j'ai jamais pu. Je suis allé à l'enterrement, c'était les derniers moments que j'ai vu son père, sa mère. Ça m'a tellement. Je me suis senti tellement mal en fait que ça m'a pris presque jusqu'en 2019. Quand j'ai écrit cet album, et je me suis dit, comme premier album, je me présente, il faut absolument que j'écrive cette chanson-là pour faire le deuil, surtout que maintenant j'ai ma femme. À l'époque, quand j'écrivais l'album, elle était enceinte. Donc, il fallait que je tourne la page pour de bon et que je fasse le deuil, tu vois. Et ben, j'ai tout fait. J'ai écrit la chanson. Le 30 mai, c'était le jour de son anniversaire, j'ai appelé sa mère. Je suis allé voir sa mère. J'ai passé la journée avec elle. On a discuté. J'ai vraiment tout fait ce que j'avais pas fait depuis les 9 dernières années. Et cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai enregistrée en une fois aussi. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment été dans le boot et c'est une prise. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de stop. C'est vraiment une prise. Il n'y a pas de comping, il n'y a pas. Mais ouais, donc, ouais, c'est voilà, Gabriel, l'histoire derrière Gabriel. Qui s'occupe de ta production? Incroyable! Incroyable! Eh ben, il est là. Majesty, je l'ai rencontré quelques mois avant que je sorte Bonjour Rail. Je cherchais déjà, je travaillais, comme l'album était fini, que c'était juste le roll-out on effectuait, ben, on commençait déjà à travailler sur les prochains projets qui s'en venaient, donc on cherchait quelques producteurs, je sais que je venais de signer, donc mon label, je cherchais des producteurs à travers la ville de Montréal, travailler avec, et il y avait Paco, qui est un producteur à Montréal, et qui avait comme assistant Majesty. Et moi, quand je suis allé là-bas, ben, en fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que Majesty était le premier gars que je rencontrais qui était à fond dans la trappe et dans la grosse musique urbaine qu'on aime tous, mais en même temps que je peux avoir des discussions avec lui sur l'histoire du Maroc en 1955, le 12 janvier, lors de l'attaque des... Et là, j'étais comme, waouh, putain, il est cultivé en plus. Ouais, c'est comme, j'étais comme, putain, c'est le meilleur monde. C'est exactement ce qu'il faut à un revendicateur qui veut être mélodiste et à la mode en même temps, tu vois. Et j'étais comme, ben, gros, on doit travailler ensemble. Et au fur et à mesure, ben, on a commencé à travailler. On a fait le Pétro de Love, on a fait des singles comme Trop de livres. Il m'assiste même avec d'autres producteurs. Parce que je travaille avec Domino en ce moment pour l'album. Ben Majesty et Domino, on travaille ensemble sur l'album, tu vois, à la confection, à la réalisation. Donc, il y a vraiment ce côté comme c'est mon impresario un peu. Moi, je dis toujours, c'était mon Quincy Jones. En fait, t'as compris ce que je voulais faire et tu vas m'amener au plus haut. Et ouais, non, Majesty, out to the top. Puis j'ose espérer pour tous les artistes d'avoir un gars comme ça dans leur équipe. Tu préfères plutôt les blondes ou les brunes? Mais non, bébé, t'inquiète, c'est les brunes, tu le sais bien. On parle de bière, on parle de bière. Même si on parle de bière, même, Ouais, la brune quand même. Les bières brunes aussi, t'inquiète. Quel est ton repas préféré? Ah, un du riz collé griot, fait par ma mère. C'est ça mon repas préféré. Quelle est ta couleur préférée? Pour vrai, je n'ai pas de couleur préférée. Je suis ce gars qui n'a pas de couleur préférée. Je pense que il y a trop de belles couleurs dans le monde pour en avoir une préférée. Je peux pas. J'aime trop. Là, je suis habillé tout en noir. Et là, présentement, ça fait quelques mois, je suis tout en noir tout le temps. Peut-être que le noir, c'est ma couleur préférée. Mais non, il y a des fois, j'aime la porter du rose, je veux porter du vert. Non, j'ai pas de couleur préférée. Désolé. Je n'ai pas de couleur préférée. Qui préfères-tu entre ton père et ta mère? Mon Dieu, quelle question. Ça, c'est violent, ça. Je suis haïtien, moi. Moi, je peux pas répondre à ce genre de questions. Non, mais pour vrai, la vérité, c'est que... désolé, papa, mais... ma mère, je préfère... Je sais pas que je préfère ma mère, mais ma mère, elle m'a élevé. Ma mère, c'est elle qui ma mère m'a mis au monde, elle m'a élevé toute seule. Elle avait rien. Non, je vous dirais... Il y a eu des circonstances, j'accuse pas mon père, et mon père, je suis très proche de lui aujourd'hui. Il y a des circonstances qui font que la vie, elle est comme elle est, mais à un moment donné, il y a des gens, ils sont prêts à faire certains sacrifices, et je pense que toute mère connaît ce genre de sacrifice.
Et ouais, mamie, non, mamie, c'est mamie. Tu préfères la plage ou les pistes de ski? La plage, bro. J'ai jamais fait de ski de ma vie. En plus, j'en parlais avec ma copine la dernière fois. On était à Québec, on voyait la piste là-bas et je lui expliquais à quel point il y a des activités dans le monde qui ont pas de sens. Comme par exemple, comment ça peut être une activité de se lever à 6 h le matin, t'habiller, préparer le déjeuner que tu vas amener là-bas parce que c'est clairement tu vas pas manger sur la route parce qu'il faut que tu amènes tout l'équipement, t'habiller, te rendre jusque là-bas, avoir froid, monter l'échelle, arriver en haut, avoir froid tout le long que tu descends, tu débarques, tu vas prendre un petit chocolat chaud, t'as encore l'équipement. Non, non, bro. À la plage, j'arrive, je mets mon maillot, je suis comme ça. Tout est simple, j'ai ma bouteille, j'ai mon truc. Non, non, la plage. Parle-nous de la perle des Antilles. Les questions, en fait, elles ont été faites par l'Éternel, c'est sûr. C'est incroyable. Non, mais c'est fou parce que je viens de regarder un reportage, d'ailleurs, par mon producer qui m'a conseillé fortement la chaîne 7 jours sur Terre, donc je fais la pub pour toi, mon gars. Ils ont fait un reportage sur Haïti dernièrement. Et on les connaît tous un peu, les histoires d'Haïti, un peu qu'on sait qu'en 1804, première nation à faire la révolte noire, premier pays noir constitutionnalisé, etc., etc. Mais est-ce qu'on connaît tant bien les détails de ce qui s'est passé vraiment? Tu sais, souvent, on veut dire Haïti est pauvre, mais est-ce que Haïti est pas pauvre parce qu'il y a de la corruption? Mais oui, il y a de la corruption. Il y a de la corruption comme il y a de la corruption partout, mais dans des endroits hyper pauvres et hyper fermés à travers le monde, qui n'a pas vraiment d'accès pour pouvoir avoir des bons partenariats avec tel pays ou avec tel pays. Ben oui, la corruption est de surcroît plus forte, tu vois. Donc, parlons de la place des Antilles. Moi, c'est la terre de ma mère. Moi, je suis allé quand j'étais vraiment bébé, donc je peux pas dire que je suis allé là-bas. J'ai encore beaucoup de famille là-bas, donc toute la famille du côté de ma mère est là-bas. Pour moi, c'est le sang, en fait. Je sais que dans mon sang se trouve cette histoire. Et je conseille vraiment à tout le monde d'aller voir ce reportage. 7 jours sur Terre, vous allez le trouver tout de suite. Je me rappelle plus exactement du titre, mais c'est dans ces dernières vidéos. Mais en gros, cette histoire-là, elle est triste de fou. Et si dans mon comportement et dans mon art, il y a ce côté révolutionnaire, depuis que je suis petit, ben, je suis sûr que ça fait partie de ça. Ça fait partie de mon ADN, de ma mémoire générationnelle, de ma mémoire biologique. Ça fait partie de mon histoire au terme de quand t'as la peau foncée, en fait. C'est même pas une affaire de noir, c'est avoir la peau foncée. C'est vraiment la peau foncée, c'est un concept. Et ce concept-là, ben, ça fait partie de l'histoire que tes parents ont vécu parce qu'ils vont te le transmettre à travers des enseignements. Parce que ma mère m'a toujours dit, t'es noir, faut que tu travailles plus fort. Ça, c'est obvious, c'est une loi, et c'est une loi que tu reçois quand t'as des gens qui viennent de ces perles des Antilles. Parce que oui, il y a Haïti qui est la perle des Antilles, mais il y a beaucoup d'autres îles dans les Antilles qui sont aussi des perles. Après, c'est Haïti qui a eu le surnom. C'est magnifique, c'est une des plus belles îles au monde. C'est tellement dommage ce qui arrive, ça n'a pas de sens. En fait, tu regardes ça et tu te dis, est-ce que c'est l'homme qui est méchant à ce point-là, ou vraiment il y a des choses que je ne comprends pas, des choses que je fais pas partie de ce milieu politique en haut, donc je peux pas comprendre pourquoi ils ont pris telle décision, mais il y a des actes qui ont été faits en Haïti qui sont horribles par des pays étrangers, et ça c'est connu, c'est reconnu aujourd'hui. Et tu sais, dernièrement à l'ONU, il y a une femme irlandaise qui a dit, qui a commencé son discours, je trouve ça incroyable qu'elle commence comme ça. Elle parle d'Haïti, mais elle commence en disant que c'est le premier pays à avoir aboli l'esclavage, le premier pays à avoir aboli le racisme. Mais c'est tellement important de dire ça parce que, premièrement, Haïti, souvent on parle d'une île, on ne dit pas pays. Donc, pays, donc déjà là, ça change complètement le discours. Donc, un pays, quel est le premier pays qui a aboli l'esclavage? Ah ben, c'est Haïti, les amis. Donc, quand on regarde ça, on se dit, nous, tous pays occidentaux, on est contre l'esclavage. Pourtant, on n'est pas le premier pays à l'avoir aboli. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur Haïti, mais les conditions dans lesquelles ils ont vécu dans les 200 dernières années, c'est des conditions qui sont dues au fait qu'à l'époque de 1804, quand l'économie du monde est basée sur l'esclavage, eh ben, il y a un pays qui décide de l'abolir et qui abolit aussi le racisme, qui est une loi. Et c'est très important parce qu'à l'époque, le monde était géré économiquement par l'esclavage, et ça faisait partie de la Constitution que tu avais le droit d'être raciste. Les Noirs, créoles, riches étaient inférieurs aux Français dans la Constitution, et c'est ce qu'ils travaillaient à faire. Donc c'est drôle qu'aujourd'hui, en 2023, tout le monde, on est tous Black Lives Matter, on est tous
on est tous 100% dans la bonne direction d'être contre l'esclavage, contre le racisme, contre le Qatar qui a fait travailler des gens incroyablement difficiles à la Coupe du Monde. Mais ça reste que, il faut se souvenir que le pays le plus pauvre actuellement, qui souffre le plus, a été le premier pays à vous montrer le chemin de ce que serait le futur. Donc un pays sans esclavage, un pays sans racisme. Donc oui, la période des Antilles, c'est l'espoir. Ça représente l'espoir, ça représente quelque chose qui a été déjà fait et qui aujourd'hui est hyper à la mode. Et je trouve ça triste qu'Haïti soit dans cette condition et que le monde se retourne en disant non, on n'est pas responsable. Mais oui, il y a une part de responsabilité de la part des pays occidentaux par rapport à la condition haïtienne, parce que quand ils ont décidé d'abolir ces deux trucs qui à l'époque n'étaient pas économiquement viables, vous avez été les premiers à leur tourner le dos. Donc oui, pour moi, Haïti, ça représente l'espoir, parce que c'est l'espoir d'une nation qui a jamais abandonné malgré ses conditions. Et il a toujours gardé cette idée que ouais, un jour, il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas d'esclavage. Et aujourd'hui, ben, tous les pays prônent cette idée-là. Pas de racisme, pas d'esclavage. Ben oui, ben, faut aller aider Haïti. Il faut leur dire merci de nous avoir montré le chemin. Qu'est-ce que tu penses du street rap? Bah, le street rap, ça fait partie de l'ADN du rap. Ça nourrit le rap. Ça donne une... Je veux dire, c'est un art de la rue, donc veux pas, on doit parler de la rue, tu vois. Et moi, je pense que ça fait partie de l'univers. Après, est-ce qu'on cautionne ou pas pour nos enfants? Non, c'est sûr que non. Mais nos enfants, c'est pas supposé le regarder non plus. Mais ils le regardent parce que c'est comme ça. Les jeunes écoutaient le rock'n'roll quand c'était démoniaque. Mais c'est comme ça. On aime les trucs rebelles. Quand j'étais jeune, ben, j'étais fasciné par le street rap. Ben, c'est la même chose pour les jeunes d'aujourd'hui. Et ça fait partie de l'ADN du rap. Et inquiétez-vous pas que ces gars-là sont très intelligents, que ces gars-là sont responsables. Ils ont des familles aussi, ils ont des enfants. C'est juste que ça fait partie de leur univers, ce qu'ils ont vécu quand ils étaient plus jeunes. C'est ce qu'ils ont envie d'exprimer. Ça fait partie de la réalité. Les gens, ils veulent trop vivre dans un monde de bisounours. Qu'est-ce que la musique représente pour toi? C'est une bonne question, ça. Mon chemin? En fait, ouais, mon path, je serais perdu dans la vie si j'avais pas la musique. Je serais vraiment perdu, en fait. Je le dis souvent à mes amis, je pourrais rien faire d'autre que ça, parce qu'en fait, c'est la seule chose dans laquelle je suis capable de faire énormément de concessions et de sacrifices. Ça veut dire, pour la musique, je vais vraiment être capable de sacrifier des soi-disant moments de plaisir instantanés. Tu vois, comme par exemple, quand je jouais au foot, ben, ce qui fait que j'ai jamais pu aller vraiment au haut niveau, ben, c'est parce que ben, y avait jamais rien qui était plus... qui pouvait me pousser à aller m'entraîner tout seul au gym. Il y avait pas assez dans le foot pour me faire ce genre de sacrifice. Tandis que la musique, ça a été instantané. Dès que j'ai commencé à faire de la musique, j'ai compris que je pourrais plus aller chiller avec mes potes tous les soirs. Que ce soir, je reste à la maison, j'écris mes lignes, j'écris mes rhymes, je fais mes textes, je fais mes arrangements. Je me sentais même bien de le faire. Donc c'est là que j'ai réalisé que, ok, c'est ça que c'était pour moi. C'est mon... tu sais, le capitalisme, mais je capitalise sur mon talent musical. Moi, dans ma vie, c'est ça, je produis, c'est ce que je produis, moi, comme être humain sur la planète, c'est je vais produire de la musique, c'est ça mon rôle. Il y en a d'autres, ça sera autre chose, mais moi, j'ai trouvé, et c'est ça, c'est mon chemin, Et ça peut changer, la vie est faite de surprises, peut-être que dans 40 ans, je vais vouloir être producteur d'artistes, ou je sais pas, mais pour le moment, faire de la musique, c'est moi, avant, je faisais des clips, je faisais plein de choses, du montage pour d'autres artistes, je faisais des... mais aujourd'hui, je faisais même de la photo, je fais du mannequinage, je fais des trucs, plein de choses autour, parce que j'étais pas prêt à m'assumer 100%. Mais la musique, pour moi, ça représente vraiment, genre, le Graal, ce que je dois faire, et c'est mon terrain de jeu, voilà. À travers ton cheminement artistique, quelles sont les personnes que tu aimerais remercier? Ah, c'est une belle question, ça. Moi, je pense ouais, j'en ai plusieurs. Ben, c'est sûr, j'aimerais remercier ma femme, ma sœur, Léo, Ansha, Ampi, tous des gens qui ont travaillé avec moi au début. Choto, Dave, Anaïs. C'est des gens en fait, c'est des gens qui ont cru à ma passion de la mer quand je leur disais monte sur le bateau, on s'en va en Amérique. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait aucun signe que ça fonctionnerait, tu comprends? Mais ils ont quand même embarqué, et ils ont embarqué pas parce que je leur ai dit, genre, viens, on va mettre la planche droite pour faire la cuve, et non, parce que sinon ils n'auraient jamais embarqué. Mais je leur ai vendu l'amour que j'avais pour la mer, et ils y ont cru, tu vois.
Et même si que ça n'a pas toujours duré jusqu'au bout, dans le sens que chaque personne a son cheminement. Des fois, ils ont suivi avec moi pendant 1 an, mais après, on a fait des différents parcours. C'est vrai que je veux les remercier parce que à ces moments-là, quand moi, j'étais à fond dans mon truc, ben, c'était eux qui étaient là, tu vois. C'est eux qui étaient là, c'est eux qui y croyaient, c'est eux qui faisaient les voyages avec moi pour les shows. Et que ce soit des artistes qui ont collaboré avec moi ou que ce soit des gens qui ont travaillé au niveau du management. Non, voilà, je pense que j'en oublie sûrement, et ceux que j'oublie, Mathis Makwanda, mon meilleur ami, qui lui m'a appris à avoir les bonnes intentions, être aligné avec ce que tu veux, ce que tu dis, ce que tu penses. Il y a beaucoup de gens dans mon environnement qui m'ont aidé, et ceux que j'oublie, sachez que vous êtes là, c'est juste que voilà, je peux pas penser à tout le monde au même moment, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont fait partie de ce chemin-là, autant qu'il y a des gens qui vont regretter que des gens qui... D'ici la fin de l'année, je devrais avoir un album qui va sortir. Je pense que c'est un des plus gros albums que je vais avoir fait. Je travaille sur un diamant en ce moment, incroyable. Puis, shout-out à toute l'équipe qui est derrière le projet. Et c'est ça, donc un gros album. C'est mon deuxième album en carrière. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd.